Bonjour à tous, merci de nous suivre ce dimanche sur ce blabla censé consacré à la Côte d'Ivoire. Donc le thème, bien évidemment, est bruit de bottes en Côte d'Ivoire que révèlent les militaires. Donc pour en parler, nous avons deux chroniqueurs, c'est inhabituel aujourd'hui, nous faisons dans les minima. Donc Moussa Bagué Doumbia, qui n'est plus à présenter, Erika Deschamps. Donc le 18 novembre 2014 en Côte d'Ivoire, les militaires ont manifesté, c'est rare mais il faut le dire, dans un pays qui a connu 10 ans de traversée du désert justement, où il y a eu une guerre sans merci qui a divisé le pays en deux. Et donc les militaires avaient des revendications qui étaient consignées dans les accords de Ouagadougou signés au Burkina Faso en 2007, qui parlaient de prise en compte de certains traitements financiers pour ces militaires-là qui étaient autrefois dans la rébellion. Et donc, ne sentant pas venir ces faveurs-là dues à leur rang, ces militaires justement ont manifesté pour exprimer au peuple ivoirien leur ras-le-bol face à Alassane Ouattara qui ne tient pas compte des promesses qui lui ont été faites, qui ont justement été consignées. Et donc, parmi les événements, on a vu à Bouaké, une ville importante, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, où les militaires ont interrompu les émissions de la RTI locale pour lancer leur message à la nation. Donc ils ont finalement été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et aussi le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi. Donc aujourd'hui, nos deux chroniqueurs, Erika Deschamps et Moussa Baye Doumbia, vont nous dire comment ils analysent cette situation-là inédite en Côte d'Ivoire. On va commencer par Erika Deschamps. Il y a quand même un vent de protestation qui font suite également à l'arrivée sur le sol ivoirien de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, puisque c'est vrai que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, les accords de Ouagadougou ont été signés sous l'impulsion de Blaise Compaoré, qui est l'ancien chef de l'État du Faso. Il faut dire que la situation était déjà un tant soit peu dilettante en Côte d'Ivoire, surtout avec ces militaires que je ne traiterai pas de mutins, parce qu'ils ont voulu en tout cas réclamer ce qui leur a été dû. Et ils ont beaucoup manifesté en tout cas, et il faut reconnaître aussi, si on se replonge un peu dans l'histoire, qu'ils ont été quand même à l'initiative de la chute du gouvernement Gbagbo, parce que c'est quand même le Burkina Faso, à travers la relation particulière que l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qu'ils ont quand même pu prendre le pouvoir à Bouaké, et ensuite ils sont descendus à Abidjan, et ça on a connu ce que ça a représenté. Aujourd'hui, il faut l'avouer, au sein de l'armée ivoirienne, il y a une bonne partie je vais pas parler des nordistes, mais une bonne partie de l'armée qui vient, en tout cas de cette région-là, qui compose aujourd'hui ce qu'ils appellent les forces armées ivoiriennes, qui ont quand même qui sont issus justement de ces rangs des anciens forces rebelles, comme on les appelait à l'époque, aujourd'hui qui attendent d'avoir un retour. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, en particulier le président Ouattara, ne saurait en tout cas laisser cette affaire-là grossir un peu comme une cocotte qui va exploser. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année prochaine, il y a les élections. Et en plus, moi, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est le départ précipité du président Blaise Compaoré de la Côte d'Ivoire, où on lui avait quand même ouvert la porte avec cette mutinerie des militaires. Et il faut l'avouer que ça a commencé quand même à Bouaké, avant que ça ne prenne à Abidjan. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a donné des instructions pour que rapidement, aussi bien au ministre de l'Intérieur, le puissant Ahmed Bakayoko, pour que les militaires puissent être en tout cas indemnisés assez rapidement afin d'étouffer un tant soit peu
cette mutinerie qui peut devenir vraiment inquiétante pour le président et surtout dans ce contexte un peu qui est toujours brûlant, hein, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas totalement apaisée et il faut apporter une réponse très rapide par rapport à la situation. Moussa Badiadoumi, quelle analyse vous faites de cette mutinerie en Côte d'Ivoire d'une partie de l'armée ivoirienne qui se plaint de son traitement? Alors, deux choses. La première pour moi, c'est de dire il y a un changement d'heure. C'est-à-dire que c'est fini le temps pour les présidents africains d'instrumentaliser, de régionaliser et surtout d'ethniser les revendications sociales, politiques et économiques des différentes classes populaires de la société, notamment de l'armée, parce que, comme l'a dit Erika Deschamps, c'est cette rébellion qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir aujourd'hui. Donc du coup, comment expliquer que cette même armée se retourne contre lui? C'est de dire qu'il a quelque part délaissé en essayant de faire croire aux gens, oui, nous sommes de même ethnie, nous sommes de la même région. Et aujourd'hui, on a vu que ce n'est pas une question des régions ou d'ethnie, encore moins des religions, c'est juste une question des revendications sociales. Les gens veulent une évolution. Et ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est de dire, c'est quand même grave qu'encore dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu 10 ans de guerre, qu'il y ait une obligation de prendre des armes pour s'exprimer. Ça, c'est mon inquiétude de dire que encore dans beaucoup de pays africains, on est obligé de prendre des armes pour se faire entendre. Et si ça continue comme ça, et qu'il y ait d'autres classes mises de côté, ça risque de dégénérer. Et c'est là où ça prend toute son importance, parce que tout de suite après, le président a compris qu'il faut réagir et qu'il y a urgence, comme l'a dit tout à l'heure certaines personnes. Et il y a on va dire, il y a une priorité qui est devenue urgence. Donc du coup, maintenant, on essaie de répondre. Mais l'autre question, ça montre vraiment l'état d'ébriété et de fébrilité de nos systèmes. C'est-à-dire qu'on a un système qui est mis en place, qui n'est pas du tout avant-gardiste, qui ne va pas aller en avant des choses, prendre des décisions avant que la situation explose. On attend que ça explose pour essayer de répondre à l'urgence. Et tant qu'on fera comme ça, on fera du surplace, parce qu'à force de résoudre des problèmes qui se posent au quotidien, au jour le jour, on n'avancera pas, il n'y a pas de projection. Et ça, c'est vraiment navrant. Et de l'autre côté aussi, j'aimerais juste finir par ça, c'est de dire que dans beaucoup de pays, on doit s'inspirer de ces choses-là, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On en a marre d'ethnisation, on en a marre du fait que les hommes politiques essaient d'exploiter une ethnie, même si j'aime pas vraiment le mot, pour moi c'est complètement aberrant de parler d'ethnie chez nous en Afrique. Je prends juste un exemple sur moi-même. Ma mère, elle est Bambara, mon père, il est Malinké, qui suis-je? De l'autre côté, ma mère aussi, quand tu regardes, tu verras bien qu'il y a des métissages. Et du côté de mon père, au final, qui suis-je? Mais on va me dire que je suis Malinké. Et maintenant, il faut suivre le Malinké dans leur délire, quel qu'elle soit. Au bout d'un moment, il faut qu'on se pose des questions. Maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça serait bien qu'on se penche là-dessus, sur ce angle-là. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse là-dedans. Et j'invite vraiment la jeunesse à se poser ces questions. Merci. Dans le tour de table très rapide, est-ce que vous pensez que c'est une erreur de stratégie de la part du président Alassane Ouattara qui doit en grande partie son arrivée au pouvoir à cette armée-là, à cette partie de l'armée-là qui se plaint aujourd'hui dans les rues de Côte d'Ivoire? Est-ce que aussi ça ne révèle pas un malaise à 1 an des prochaines élections, qu'une partie de ceux qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir se plaignent pour recevoir son traitement qui lui est dû? Est-ce que aussi ça ne va pas ouvrir la porte à d'autres revendications, où d'autres gens vont se dire finalement c'est possible, si l'armée qui a soutenu Alassane Ouattara, qui l'a porté au pouvoir, arrive à se plaindre, est-ce que nous aussi on pourrait gratter quelque chose? Donc rapidement, Erika Deschamps, est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur stratégique de la part d'Alassane Ouattara d'une part, et aussi que ce soit la boîte de Pandore qui est ouverte et que ça peut créer un précédent? Je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense que en ce qui me concerne, c'est que aujourd'hui le président Alassane Ouattara, il est face à une certaine, je veux dire, il est face à la croisée des chemins. La première, c'est un peu
de montrer un bilan réussi de son premier mandat, et aussi il est en pré-campagne pour sa réélection l'année prochaine. Il ne fait nul doute à personne qu'il sera candidat. Donc du coup, il est obligé aujourd'hui de monter patte blanche. Alors avec ce qui s'est passé au Burkina, les Ivoiriens sont quand même assez blasés de pouvoir encore revivre une crise aussi bien sécuritaire, politique et avec tout ce qui va avec comme problématique. Je pense qu'il fallait une réponse rapide. Et je rejoins mon confrère tout à l'heure, Moussa Doumbia, en disant que oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ethnisation aussi bien de l'armée que des acteurs politiques dans nos pays. Et il faut que ça change, il faut que la jeunesse aussi ne tombe pas dans cette escarcelle, en fait, en disant que oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit ma région. On est tout d'abord patriotes, on aime tous notre pays et qu'on joue également avec la pluralité des différentes ethnies de nos pays. À mon sens, il faut, peut-être, ça peut être utopique, mais il faut quand même qu'il y ait un partage égalitaire du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas uniquement le pouvoir politique, il y a également le pouvoir économique, le pouvoir social. Donc il faut vraiment que nos dirigeants arrivent à comprendre, quand je parle de dirigeants, c'est plutôt les dirigeants politiques, mais également la société civile que nous, jeunes, nous composons, qu'on puisse envoyer ce signal-là à nos dirigeants pour que ça change et pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience, parce que à ce rythme-là, on va avoir vraiment une gestion planique des affaires, une gestion planique du pouvoir, aussi bien politique que militaire, mais on ne sait pas où ça va nous mener. Aujourd'hui, il y a quand même une braise qui est en train de brûler dans la sous-région, parce que tout récemment, avec le Togo, il ne faut pas occulter ça. Il se passe des choses en Afrique, il se passe des choses dans nos pays. Il ne faut pas qu'on soit les spectateurs de ce qui se passe, il faut vraiment qu'on soit les acteurs pour que les choses changent en profondeur. Alors, tout d'abord, il y a une erreur, moi je dirais ça comme ça, il y a une erreur qui découle plutôt de la négligence. Il y a une erreur qui découle de la négligence, mais surtout qui découle aussi, comme je l'ai dit, du fait que pour Alassane, c'est un militaire, ce sont ses enfants. On a vu tout de suite sa réaction quand il s'est présenté en père devant ces militaires-là. Donc cette erreur a été de se dire, bon, oh, ce sont mes petits, ça ne va pas aller loin. Parce que tout de suite, on a vu sa réaction. Quand les choses se sont passées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des mesures pour indiquer à la situation. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de moyens. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique. Et du coup, ça fait que, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il croit ce monsieur? Il pense que c'est toujours le même système d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, où il suffit juste de passer à la table avec ses enfants, leur dire bah, écoutez, non, mais vous ne vous comportez pas comme ça, je vais gérer ce que vous demandez, mais au bout d'un moment, il faut que ça change. Et moi, je trouve que c'est ce qui est en train de se faire, malgré le fait que quand il a reçu les militaires, il a été applaudi à Rockstar, mais je pense que lorsqu'ils seront insatisfaits, ils vont revenir à la charge. Et d'autre part, là où je rejoins un peu ta question, Elydia, c'est de dire que ça peut profiter à d'autres couches de la société, à se dire, pas que c'est possible, mais qu'on doit s'exprimer. Et seulement, je mets un bémol, c'est qu'en Afrique, il faut avoir des armes pour se faire entendre. Et c'est là où les bas blessent. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à canaliser, on va dire, les militaires. Demain, si la société civile s'élève, il pourra envoyer ces mêmes militaires pour essayer de bastonner ces personnes et ça risque de dégénérer et voilà, ainsi de suite. Et du coup, on n'a pas du tout envie d'en arriver là, on ne veut pas que la même chose se reproduise. C'est vraiment ça et pour moi, c'est un peu dommage tout ça. Une chose est sûre, ces images-là c'est déplorable en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû en arriver là, eu égard à la décennie de traversée du désert que la Côte d'Ivoire a connue. Ces images-là rappellent forcément des tristes souvenirs. Comme j'ai l'habitude de le dire, en Côte d'Ivoire, il y a encore des armes dans la nature. Il y a des gens insatisfaits. Il faut rappeler que suite à la rébellion, beaucoup de gens ont voulu profiter du fait que
tous les rebelles seraient casés dans l'armée. Donc beaucoup de gens ont rejoint les rangs de la rébellion au dernier jour de cette rébellion-là pour pouvoir bénéficier des faveurs de l'armée. Et beaucoup de gens n'ont pas eu gain de cause. Ces gens sont dans la nature, il y a des armes dans la nature, il y a eu des récalés, il y a des mécontents. Et il y a encore des chefs de guerre qui sont aujourd'hui responsables de l'armée républicaine de Côte d'Ivoire qui ont gardé des instincts et des attitudes de chefs de guerre, de rébellion. Et tout ça fait que il y a beaucoup de non-dits, mais en fait, cette mutinerie-là révèle beaucoup de choses. Et il y a l'un des responsables de la mutinerie qui a dit ceci: nous allons bloquer, nous allons paralyser le pays pendant 2 jours. Si ça ne suffit pas, nous allons nous attaquer aux institutions financières du pays. Ça veut dire tout simplement en français, nous irons dans les banques nous servir, comme ça a déjà été le cas à Boaké. Ceux qui suivent la situation politique en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans savent de quoi je parle. Alassane Ouattara n'avait pas à faire ça. La preuve, il a eu les moyens de calmer ces gens. Ça veut dire que ces moyens existaient. Pourquoi ne les avoir pas utilisés avant cette montée de température? Tout simplement, ce n'était pas une question importante pour lui. Peut-être que, comme Moussa Badji l'a dit, il pensait que ses enfants sont acquis à sa cause, sont acquis à la cause de Guillaume Soro, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il s'est dit que nous sommes de la même famille, il ne va rien se passer. Sauf que les équilibres de 2011 ne sont pas les équilibres de 2014. Donc nous invitons tout un chacun à beaucoup de concentration, à bien observer la situation, à faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la poudrière ne s'enflamme pas à nouveau, parce que trop c'est trop, ce pays a finalement besoin de paix. Sur ce, je remercie mes 2 chroniqueurs, Moussa Badji Doumbia et Erika Deschamps. Je donne rendez-vous à mes spectateurs, aux spectateurs RP Média pour la semaine prochaine. Merci.